Je suis ravie de vous accueillir pour cette première séance du cycle Révolution, où on va voir un volet plus historique et politique et un autre plus scientifique. L'idée de faire un cycle sur ce sujet a été inspirée par le programme de Mons 2015, où ils avaient différentes activités sur le thème Révolution à ce semestre, et je me suis dit que ce serait intéressant parallèlement d'envisager l'histoire aussi et les sciences sur ce plan-là. Alors on va bien sûr commencer par la Révolution française, et pour nous en parler, quelqu'un que nous avons déjà eu le plaisir d'écouter il y a quelques années, Jean-Jacques Herouet, qui est professeur à l'ULB. Il est historien moderniste. Sa thèse portait sur les corporations et métiers dans les Pays-Bas autrichiens. Il a été formé par un Montois, Maurice Arnoult, et par Hervé Asquin, et il donne plusieurs cours d'histoire économique et sociale, moderne et contemporaine, à l'ULB, et ça a été aussi le cas à l'UMH, ici. Et il est également titulaire du séminaire d'histoire moderne de l'ULB, et je lui cède immédiatement la parole. Même maintenant? Oui. C'était la guerre des boutons. Bien, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord vous remercier d'être là et remercier aussi, bien sûr, Madame Staquet et Pierrot Gélis qui ont eu l'idée de m'inviter pour parler dans le cycle des révolutions. Sujet toujours d'actualité. Les révolutions, quand on les croit mortes, renaissent systématiquement de leurs cendres, et c'est donc un sujet d'une actualité brûlante, en fait, même si il est question ici d'une révolution qui a maintenant plus de 2 siècles. Alors, je vais d'abord faire comme tout le monde fait et qu'on ne devrait pas faire. J'ai fait semblant de commencer la recherche par une petite exploration sur Google, pour faire semblant, bien sûr, mais enfin, pour montrer un peu ce qu'on peut y trouver. La première chose qu'on remarque quand on ouvre à l'expression Révolution française la page miraculeuse de Google, c'est qu'il y a 1 020 000 résultats. 1 020 000 résultats. Je ne sais pas si vous pouvez le lire là, c'est en haut. Voilà, 1 020 000 résultats. Ce qui évidemment défie toute concurrence, ou presque, même en comptant les doublons et autres, ça fait une masse absolument considérable. Vous remarquerez immédiatement que, forcément, le premier des résultats est la notice de Wikipédia. Alors, je l'ai donc lue aussi, elle est longue, détaillée par endroits et parfois par moments extrêmement elliptiques, et elle contient plus d'une trentaine, je crois, de sous-articles. Donc, en cliquant à fur et à mesure, on peut trouver énormément. Mais, je dirais, en vrac. En vrac. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans l'ensemble de cette notice Wikipédia. Alors, Wikipédia a quand même le mérite de nous donner déjà une chose qui pourtant a fait beaucoup débat. Elle nous donne des dates. La révolution, ça commence quand et ça se termine quand? Eh bien, pour Wikipédia, ça commence le 5 mai 1789 avec la réunion des États généraux, et ça se termine le 18 Brumaire en 8, c'est-à-dire en novembre 1799, avec le coup d'État, on peut dire, de Bonaparte et de ses acolytes qui inaugurent à ce moment-là le consulat.
Donc, 5 mai 89, 18 Brumaire 1799, ça veut donc dire 10 ans. 10 ans, inutile de dire que ce n'est donc pas un épisode du style 10 jours qui ébranlèrent le monde, ça ce sera pour plus tard, ça se passe dans la longue durée, clairement. On peut même discuter, vous verrez que je transgresserai un peu quand même cette date, en tout cas du 5 mai 1789, puisque les causes de la Révolution française, bien entendu, sont largement antérieures à la convocation des États généraux. Deuxième observation qu'on peut faire tout simplement en regardant la toute première page de Google, c'est qu'après la notice fourre-tout, mais intéressante, puisque documentée, de Wikipédia, vous avez des images, bon, je passe, mais la notice qui vient juste en dessous est tirée de l'histoire France-Net, et la Révolution française s'annonce comme la prise de la Bastille et la chute de la monarchie, l'émeute vendéenne, la terreur de Robespierre et la guillotine. Point. Enfin, point. Après, quand on ouvre le site, on se rend compte que c'est une histoire de France qui n'aime pas sa révolution, qui même la trouve très dérangeante. Et donc, il suffit donc de faire ce petit geste-là pour se rendre compte que parler de la Révolution française, quoique sujet historique, bien sûr, n'est pas un sujet neutre. On ne parle pas de cela comme de la culture des pommes de terre au XIXe siècle. C'est un sujet toujours brûlant. Et d'ailleurs, il suffit de voir les polémiques qui ressurgissent fréquemment dans le monde politique français pour se rendre compte qu'il n'y a aucune espèce d'unanimité sur l'appréciation, les fondements, les bienfaits ou les erreurs de la Révolution française. Donc, un événement important, incontournable, mais qui ne suscite aucune unanimité, et à l'extrême, il y a même quelquefois l'idée qu'on aurait mieux fait de s'épargner cette révolution. La révolution était si belle quand on ne la faisait pas. C'est une idée qui paraît évidemment anachronique, enfin, historique en tout cas, mais qui est répandue, bien entendu, si on met l'accent sur la guillotine, la terreur, etc. On dit, si on avait pu faire l'économie de cela, puisque c'est ça la révolution, il y aurait eu, ça aurait été beaucoup mieux. Vous trouverez le même type de raisonnement d'ailleurs sur la révolution russe, où les mêmes types d'argumentation. C'est une révolution qu'on aurait pu éviter si on avait été, entre guillemets, plus intelligent. Bien. Alors, ça c'est première étape, donc la Révolution française, je dirais pas pour les nuls, mais commençons par une consultation de Google. Ensuite, deuxième démarche, tout à fait fréquente, bien entendu, beaucoup de choses que l'on dit sur la Révolution française, en fait, les gens ne les connaissent non pas par la lecture d'ouvrages. La bibliographie sur l'histoire de la Révolution française est énorme, énorme. Donc, ils n'ont pas lu, ils ont eu des cours à Athénée, au lycée probablement, mais ils n'ont pas lu, en fait, des ouvrages sur la question. Leur documentation vient de l'audiovisuel, principalement, de films, de séries télévisées aussi. Et elles sont très nombreuses. Je me suis donc dit qu'il fallait regarder sur YouTube, une autre chose qu'il faut faire maintenant. Et sur YouTube, il y a combien 144 000 résultats environ, rien que pour la Révolution française. Bon, j'ai pas tout regardé, bien entendu, mais ça va, je dirais, tous azimuts. Vous avez même un film avec Jean-Yann qui s'appelle Liberté, égalité, choucroute. C'est une espèce de parodie de la Révolution française. Donc, il y a franchement de tout, franchement de tout là-dedans. Mais ceci dit, là, YouTube a quand même quelque chose de bien, c'est que la première image, enfin, ce sur quoi on va cliquer en premier lieu, c'est la première image qui est proposée, c'est un
un film ou un téléfilm, si on veut, enfin quelque chose entre les deux, qui a été réalisé en 1989 à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. C'est un film qui retrace, avec des acteurs, mais en essayant en tout cas d'utiliser le maximum de textes d'époque, ce qui n'est pas simple, puisque la rhétorique de l'époque ne correspond pas tout à fait à la nôtre, mais enfin ils ont fait un effort, et qui reconstitue les événements de la Révolution française en deux mouvements, les années-lumière et puis les années terribles. Là encore, on peut en discuter, bien entendu, mais c'est le schéma qui a dominé, en fait, la commémoration du bicentenaire de la Révolution française, où il y a eu quantité d'émissions, etc., etc. Alors, toujours sur YouTube, je dois quand même signaler aussi, même si ça n'apparaît pas en tout premier lieu, que parmi les sites les plus regardés, parce qu'ils font des statistiques, parmi les sites les plus regardés sur l'histoire de la Révolution française, il y a, j'ai été surpris de le constater, mais c'est comme ça, il y a les conférences d'Henri Guillemin. Henri Guillemin, les plus jeunes ne savent plus qui c'était, je suppose, mais enfin, Henri Guillemin était un personnage un peu hors norme, qui scotchait, mais il y a 30 ans, 40 ans maintenant, 40, bon, en noir et blanc, forcément, il était assis comme je le suis et parlait. Voilà. Et ça durait 1 heure à peu près, et on n'en ratait pas une miette. Il avait une faconde extraordinaire, le sens du raccourci, il racontait bien, et avec une orientation qui était clairement pro-révolutionnaire, bien sûr. Et je pensais que c'est Henri Guillemin, qui a été quelqu'un d'important dans la génération, qui a appris l'histoire de la Révolution, entre autres, grâce à lui, que Guillemin était toujours parmi les plus regardés, en tout cas, qu'on avait repris ses émissions, même si, du point de vue télévisuel, c'est évidemment ringard, je veux dire, c'est vraiment ringard, mais il reste une référence, en tout cas, pour les spectateurs, en tout cas. Bien. Alors, après cet aperçu, je dirais, anecdotique, mais qui prend l'histoire de la Révolution par ce qui est le plus connu du grand public, je me suis dit, que vais-je faire retracer toute l'histoire de la Révolution, ça en 1 heure, 1 heure et demie, c'est de la déraison totale, bien entendu, c'est impossible, ou bien essayer de mettre l'accent sur quelques points forts, qui me semblent forts, quelques questions qui sont des questions matière à débat, encore actuelles, en laissant tomber, inévitablement, quantité d'autres choses qui probablement méritent aussi de l'intérêt. La première chose qui revient périodiquement dans toutes les histoires de la Révolution française et dans toutes les polémiques, c'est l'histoire, c'est essayer de comprendre pourquoi cette révolution a eu lieu, tout simplement. Est-ce que c'est un événement subi, une espèce d'orage dans un ciel serein, qui arrive comme ça, on ne s'attendait pas? Ou bien y a-t-il des causes proches, éloignées, et de quelle nature? Alors là, la littérature sur ce sujet, rien que cela, les causes de la Révolution française, les préludes, c'est énorme. Alors j'ai distingué, mais pour faire le plus simple que je peux, 6 grandes catégories de causes invoquées. Alors la première des séries de causes, série numéro 1, c'est, je dirais, les causes intellectuelles et idéologiques. Autrement dit, on cherche dans la littérature, dans les écrits du XVIIIe siècle et même du XVIIe, les signes avant-coureurs d'une nouvelle perception, d'une nouvelle compréhension de la société et de la politique. Alors, c'est normal, parce que là, les sources sont imprimées, elles ne nécessitent pas de vastes investigations d'archives, en principe, puisque ce sont des ouvrages
déjà existants, bien entendu. Et donc, quantité d'auteurs, pas seulement historiens, bien sûr, mais philosophes, sociologues, écrivains, tout simplement, se réfèrent à ces ouvrages-là, de la littérature préexistante, et y trouvent des raisons qui pouvaient animer la Révolution de 89. Alors, l'idée qui domine, bien entendu, c'est que la Révolution est la fille des Lumières. Et d'ailleurs, le film ici, Les Années-Lumière, c'est la référence directe, bien entendu, à l'héritage. Mais quel héritage? L'héritage de la pensée dite des Lumières. Disons, en gros, la pensée du XVIIIe siècle français, mais aussi, quand même, anglais, peut-être moins allemand, mais enfin, sûrement français et anglais, bien entendu. Alors, quand on a dit ça, on n'a encore, en fait, rien dit. Parce que les lumières, vous savez, il y a des grandes lumières, des petites lumières, c'est extrêmement vaste, là encore. Et donc, généralement, on se concentre sur les philosophes qui, de manière assez claire, ont réfléchi sur la nature des rapports sociaux et des rapports politiques. Il y a d'autres philosophes qui en ont moins parlé, bien entendu. Alors, soit on fait commencer ça par Locke, qui est un philosophe anglais, lui, et son traité du gouvernement civil, qui indique que la bonne solution pour un gouvernement moderne, si j'ose dire, est un gouvernement qui sépare le législatif de l'exécutif et qui prend toutes sortes de mesures, évidemment, légales pour assurer cette séparation, qui n'était évidemment pas garantie sous les systèmes de monarchie absolue. Effectivement, les idées de Locke ont fait du chemin et on les trouve remaniées, retriturées, mais enfin on les retrouve certainement dans les différents penseurs politiques du XVIIIe siècle. Bien. Donc là, comme source, je dirais, intellectuelle, elle apparaît comme valable. Deuxième personnage souvent évoqué, très souvent évoqué, c'est Montesquieu. Montesquieu, pourquoi? Essentiellement pour l'esprit des lois, bien entendu, mais dans l'esprit des lois, on ne prend pas tout. On prend le passage où il prône, où il indique qu'il est nécessaire de séparer les trois pouvoirs. C'est devenu un classique de la pensée politique. Donc, séparation, dit-il, nécessaire entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Oui, donc Montesquieu, effectivement, écrit cela, mais il l'écrit, lui, dans une optique qui est encore et toujours très favorable au système monarchique. Elle n'implique chez lui aucunement l'idée d'une république. Donc, c'est un penseur qu'on a républicanisé par la suite, alors qu'il ne l'était pas, de manière assez claire. Troisième catégorie, je m'excuse, mais on les retrouve partout, ce sont bien entendu les encyclopédistes, en général. Alors, bien sûr, il y a Diderot, clairement, mais aussi quantité d'autres, moins connus, enfin, connus, mais moins répandus, en quelque sorte, qui ont collaboré notamment aux travaux de l'encyclopédie. On trouve dans l'encyclopédie, évidemment, une documentation exceptionnelle, formidable, qui permet à une élite éclairée et riche, aussi, parce que l'encyclopédie, tout le monde ne l'avait pas, bien entendu, de se documenter sur différents types de systèmes politiques présents dans le monde depuis très très longtemps. Et donc, c'est une documentation, une réflexion qui permet de se documenter et de comparer aussi les différents systèmes qui étaient présents non seulement en Europe, mais dans le monde. Car il n'y a pas que le modèle européen, bien entendu, il y a aussi un autre modèle sur lequel une partie des philosophes regardaient
et trouvait que tout n'était pas mauvais là-dedans, c'est le système du despotisme dit oriental, qui n'annonce en rien un système démocratique, bien entendu, mais qui avait, pour lesquels un certain nombre d'intellectuels avaient une attirance. Pourquoi? Ben, c'est la phrase qui est devenue fameuse, hein, il faut tout pour le peuple, mais rien par le peuple. Et heureux le despote qui assume, en quelque sorte, les besoins de son peuple, tout simplement. Et cette idée, d'ailleurs, a perduré pendant la Révolution aussi, bien entendu, hein, qui n'est pas qu'un seul mouvement directement et ouvertement démocratique. Quatrième ou cinquième personnage hyper cité, évidemment, il a marqué profondément, et marque encore la pensée française, c'est Voltaire. Alors, Voltaire, bien entendu, c'est le talent critique, l'acuité qu'il a sur toute une série de phénomènes, bien entendu, mais c'est aussi ce qu'on a retenu peut-être le plus, c'est sa critique acerbe du système judiciaire tel qu'il existait en France au XVIIIe siècle. Système désuet, système unique, système vénal. Et donc, système évidemment qui provoque des discriminations et des iniquités extrêmement fortes, qu'il a dénoncées à plusieurs reprises. On pense bien entendu à l'affaire Calas, qui est aussi une affaire de fanatisme religieux, bien entendu, mais où le système judiciaire s'est montré vraiment hyper réactionnaire, bien entendu, allant jusqu'au bout d'une logique absurde, bien entendu, et qui a révélé, en tout cas pour beaucoup de gens, que ce système-là ne pouvait plus perdurer tel quel, que l'immobilisme des magistratures était quelque chose qui bloquait la société. Donc Voltaire, tous ses écrits bien sûr, mais quand même ses réflexions sur la justice reviennent fréquemment parmi les protagonistes de la Révolution. Et puis bien entendu, le plus mal aimé de tous, Jean-Jacques Rousseau, bien sûr. Là, il est tombé le nez par terre, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Et Rousseau a eu une influence. On ne le lit plus beaucoup parce qu'on le trouve ennuyeux. Hein, ses phrases sont longues, etc. Bon, hein, d'accord. Mais Rousseau a eu une influence considérable et son discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes a certainement été répandu et a trouvé un écho dans les franges les plus disposées au changement, au-delà des purs changements de forme politique. Ceux qui voulaient un changement dans le système social lui-même, et pas simplement dans l'exercice du pouvoir. Donc voilà, on peut allonger la liste, bien entendu, hein, et la liste est loin d'être finie, mais enfin, ce bagage intellectuel, certes, existe. On le trouve à des degrés divers dès le début des événements de la Révolution française, dès les États généraux, certainement, et très clairement, là, les citations abondent au moment de l'Assemblée constituante, où on évoque périodiquement ces auteurs ou les idées dérivées de ces auteurs. Alors, ça, c'est les idées, les grandes idées, bien sûr. Mais il y a des idées qui sont plus, comment dire, un peu plus confuses, où il n'y a pas un auteur de référence, ni même plusieurs, c'est un peu l'air du temps. C'est la mentalité générale qui se transforme. C'est plus difficile à mesurer, les sources sont un peu plus disparates, mais ce qu'on peut observer clairement au XVIIIe siècle, c'est que dans la culture emmagasinée par les classes cultivées, il y a une ouverture de plus en plus grande à ce qui se passe hors de France, tout simplement. Alors, à ce qui se passe hors de France, il se passe beaucoup de choses dans le monde, bien entendu, mais ils ont les yeux quand même rivés sur l'Angleterre, où en principe c'est un système de monarchie parlementaire qui existe, bien entendu très critiquable, etc., mais enfin, ce n'est plus un système de monarchie absolue, bien sûr. Donc, première influence, je dirais, l'attirance pour
pour l'Angleterre. Voltaire, par exemple, chante les éloges de l'Angleterre, bien entendu. En réalité, le Parlement anglais était loin d'être un modèle de vertu politique, hein, mais c'est comme cela qu'il est reçu, en quelque sorte, parce qu'il rassemble des représentants élus de l'ensemble du pays, même si ce n'est qu'une fraction, bien entendu, infime de la population qui est ainsi représentée. Mais donc, l'ouverture, c'est quand même l'Angleterre, pas seulement dans le domaine philosophique, John Locke, pas seulement dans le domaine politique, mais aussi, je dirais, dans les manières de vivre, hein. C'est le siècle de l'anglomanie, des jardins anglais. La référence en Angleterre est très abondante quand même et marque les esprits. Mais au-delà de l'Angleterre, il y a une chose qui, elle, va se déclencher à partir de 1776, c'est la guerre d'Amérique. L'Amérique fait une révolution contre l'Angleterre et elle prend une indépendance par rapport à un système colonial ou quasi-colonial. Alors, bien sûr, beaucoup d'Européens fabulent sur les volontés d'émancipation des Américains. Mais quand même, il y a là un épisode de révolution avec l'idée de créer un système non monarchique qui serait dégagé des liens, je dirais, de subordination par rapport à une métropole qui tire les bénéfices de ses colonies. Et là, bien entendu, c'est une idée, peut-être pas totalement neuve, mais en tout cas qui va frapper, et le modèle américain, d'autant plus qu'il avait été soutenu par le gouvernement français, qui envoie Lafayette s'illustrer dans les futurs États-Unis. Donc, ce modèle-là, bien sûr, la monarchie française ne se doutait pas des effets en retour que ça pouvait avoir, bien sûr, mais enfin, ce modèle, une révolution est possible, elle peut s'armer et elle peut vaincre quand même une nation qui était pas chétive du tout du point de vue militaire, c'est-à-dire l'Angleterre. Donc, il y a cette idée qu'une révolution est possible, qu'une émancipation, même si on l'embellit largement, qu'elle est possible et que la construction d'un système républicain peut être à l'ordre du jour. Donc ça, c'est le deuxième type, l'ouverture au monde et à ce qui se passe dans le monde. Troisième type d'idée ou d'idéologie, c'est le développement dans la société française, pas seulement à Paris, mais dans l'ensemble de la France, la multiplication de la lecture de petits ouvrages, je dirais la littérature underground, qui répand, pas nécessairement des choses révolutionnaires, mais qui répand des choses qu'on ne disait pas avant, et qui circulent. Les rumeurs circulent de plus en plus et on les écrit. Les rumeurs circulaient déjà avant aussi, mais maintenant, elles se propagent très vite. On ose les caricatures. Et la Révolution française, ce sera le paroxysme de la caricature. On ose dire des choses, pas toujours explicitement, mais enfin on les dit quand même, on les écrit même, sur le roi, sur la reine, sur l'entourage royal, sur le gouvernement, et on le dit d'une manière souvent virulente, parfois ordurière même, bien sûr. Mais on ose le faire, sous couvert, bien entendu, de la clandestinité, mais on ose quand même le faire, et ça se répand, on le voit. Autre chose qui se diffuse de plus en plus, c'est les dessous des grandes affaires judiciaires, les faits divers, tout simplement. Le public est friand de cela. Et donc, les avocats publient de plus en plus leurs mémoires à consulter en défense de monsieur et madame Untel. Ce sont des faits divers, mais les faits divers qui montrent la société telle qu'elle est, avec les conflits de propriété, les conflits d'intérêts, les malversations financières, les crimes. Bref, qui donnent une image
à elle-même de la société qui n'est pas une image loin d'être parfaite. On montre que cette société est parcourue de conflits et qu'il y a un malaise quelque part de ce côté-là. Et beaucoup de gens lisent ces mémoires à consulter. Il y a toute une série de publications qui s'appellent « Les causes célèbres de ». Et ça se lit. C'est de la littérature, je dirais, en feuilleton même, pratiquement. Et puis, bien entendu, on va au fur et à mesure, et plus on s'approche de la Révolution, plus on voit cela apparaître ou se développer, c'est le monde des journaux. Les journaux se répandent. Bien sûr, ils ne sont pas encore l'équivalent des nôtres, mais ce sont de plus en plus des journaux, souvent imprimés à l'étranger, mais qui pénètrent assez facilement quand même en France, qui ne sont plus simplement des journaux à la solde du roi. Au départ, le journalisme, c'est à la solde du roi. Théophraste Renaudot, etc., c'est de la littérature de commande. Intéressante, mais de commande, et très contrôlée. Mais il commence même beaucoup, à y avoir dans les journaux, publiés hors de France, ou clandestinement, et qui ont manifestement des abonnés, des gens qui répercutent toutes sortes de nouvelles, de commentaires sur des événements que autrement on n'aurait peut-être pas connus, tout simplement. Donc ils divulguent des choses. Ils montrent la grande quantité d'événements qui peut parcourir le pays et qui autrement n'auraient pas été connus. Qui plus est, alors c'est à triple détente, si je veux dire, qui dit journaux dit journaliste. Alors là, on a beaucoup étudié ça depuis plusieurs années maintenant, mais il se crée un milieu d'hommes qui vivent de leurs plumes dans les journaux, par des écrits de circonstance, des gens qui ont la capacité de s'exprimer par écrit, qui ont du talent d'écriture, quelquefois, et qui peuvent, ou pense-t-on, vont créer progressivement ce que nous appelons tout simplement l'opinion publique. Alors, est-ce que l'opinion publique existe? L'opinion publique, c'est un peu l'opinion de chacun sur les autres. Donc il y a des opinions publiques, bien entendu. Mais on constate que les journalistes et les journaux encouragent auprès du public l'idée qu'il peut avoir une opinion, tout simplement. Que ce n'est pas anormal qu'il ait une opinion. Et donc, il n'est probablement pas faux de dire que, évidemment ça varie selon les régions, les villes, les campagnes, mais qu'une opinion publique, variée peut-être, mais quand même significative, se met en branle avec laquelle il faut compter. Auparavant, il ne fallait pas compter avec l'opinion publique. Sauf quand les gens étaient vraiment très mécontents, mais il n'y avait pas vraiment à s'en inquiéter de l'opinion. L'opinion du peuple n'est pas quelque chose d'intéressant. Elle le devient de plus en plus, clairement. Et elle va exploser avec la Révolution française. C'est, je dirais, pour tous ceux qui aiment la littérature éphémère, l'âge des pamphlets qu'on lisait, qui circulaient énormément, l'âge des journaux aussi, qui touche un public populaire. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde achetait le journal, mais on lisait le journal en public aussi. Donc, le journal supplante un peu le curé, si j'ose dire. Mais, oui, enfin, pour faire simple, c'est ce qui se passe. Et donc, ça va marcher, et ça va même marcher tellement que lorsque la Révolution sera enterrée, c'est-à-dire à partir du consulat, mais sûrement au moment de l'Empire, l'empereur et l'administration impériale est toujours très inquiète de l'état de l'opinion. Et à son tour, bien entendu, veut influer sur l'opinion. Donc on contrôle de plus en plus, à partir du consulat, et certainement sous l'Empire, les publications de journaux, et on introduit même des articles de commande, bien entendu, à la gloire de l'empereur, pour influencer l'opinion.
clairement. Et on demande aux préfets des départements de faire régulièrement un état de l'opinion dans leur département. Donc, c'est quelque chose qui, auparavant, n'existait pas. Donc, mais qui, clairement, s'amorce peu avant la Révolution, se déclenche ouvertement pendant son déroulement et qui va se stabiliser ensuite au début du XIXe siècle. Première grande catégorie de causes, les idées, les mentalités, l'ouverture au monde, etc. Deuxième catégorie, mais je vais aller rapidement, la France a changé au XVIIIe siècle. La France connaît une croissance démographique, moindre bien entendu que celle de l'Angleterre, qui connaît, elle, une vraie révolution démographique, un doublement de sa population en un siècle. Ça ne s'était jamais produit auparavant. Mais l'Angleterre est bien plus petite en population que la France. La France fait environ, on ne sait pas l'unité près bien entendu, 28 millions d'habitants en 1789. 28 millions de Français. C'est un pays très peuplé par rapport à d'autres qui ont connu de gros dégâts au XVIIe siècle. Et en plus, c'est une population qui, manifestement, si j'ose dire, est en train de se rajeunir, en quelque sorte. On a fait de savants calculs. 24% de la population avait plus de 40 ans en 89. Donc, je dirais, allez, un quart a plus de 40 ans. Ce qui, déjà, pour le peuple, est un âge avancé. 40% a de 20 à 40 ans. 40% de 20 à 40 ans. Et 36% moins de 20 ans. Alors c'est une donnée physiologique que tout le monde un jour éprouvera. On n'est plus révolutionnaire jeune que vieux. D'abord parce qu'on a les capacités de se mobiliser, de se battre, de se démener, d'oser faire des choses qu'on ne fait plus, évidemment, lorsqu'on a acquis un peu plus d'âge, de l'arthrose, mais aussi une famille à nourrir, et des choses comme ça, bien entendu. Donc, ça n'est pas une cause directe, c'est pas parce que la population s'est rajeunie qu'il y a eu la révolution, bien entendu, mais un terreau un peu plus propice, peut-être, s'est développé à ce moment-là. Donc, la démographie comme arrière-plan important, quand même, de cette chose-là. Troisième catégorie de causes, et là c'est énorme, jadis j'ai même fait des cours là-dessus, c'est les causes dites économiques. Alors il y en a certains qui disent que ça n'existe pas. L'économie, c'est l'économie, ça a des hauts, des bas, mais ça n'influe pas ou à la marge le politique. L'économie est une chose naturelle qui par sa nature n'a, entre guillemets, rien à voir avec l'évolution politique. Et moi, je ne soutiendrai nullement cette idée, qui me semble fausse. C'est plutôt le contraire. Ils sont intimement imbriqués. Alors, simple constatation toute simple, l'économie française se transforme, c'est clair, au XVIIIe siècle, moins rapidement que l'économie anglaise, tant au point de vue agricole qu'industriel. Il y a des progrès agricoles en France. Il ne faut pas... Les Français ont eu au XIXe siècle et au XXe une espèce de complexe par rapport aux Anglais. Regardez tout ce que les Anglais font, etc. Oui. N'empêche quand même en France, il y a des évolutions. La productivité agricole augmente en général. La production va un peu mieux qu'elle ne l'était un siècle auparavant. Sous le siècle de Louis XIV, c'était bien plus pénible, clairement. Donc, il y a une croissance. Mais cette population agricole ne bénéficie pas à 100% de cette augmentation de productivité. Loin de là. Elle représente encore 85% en gros de la population. Donc 85% en gros de la population française vit de ses revenus agricoles. Ça veut dire qu'elle est très vulnérable et continuera de l'être jusqu'à l'Empire et même encore au-delà, aux crises qui affectent le monde agricole. Crise, entre guillemets, naturelle, destruction de récoltes, etc., clairement, mais aussi crise qui tourne autour de la spéculation sur les produits agricoles.
Ça, c'est une donnée qu'on a peut-être perdue de vue. Nous y sommes en principe de nos jours moins sensibles, quoique, ce n'est pas... Il peut y avoir des retours de flammes considérables, mais à l'époque, c'est clair. Les grandes crises qui vont avoir lieu, et en particulier pendant la Révolution, trouvent principalement leur origine dans soit des spéculations, soit des défauts relatifs à l'agriculture, au monde agricole, à la production du monde agricole et à son prix, bien entendu, qui affecte directement la population urbaine. C'est pas neuf, mais ça devient un moteur d'insatisfaction et de révolte quasi permanent. On le voit même encore, sûrement, jusqu'à l'Empire. Le problème, donc, c'est le problème des subsistances, qui est toujours là. La France avait connu beaucoup de problèmes de ce type-là. Parmi les plus violents, il y avait eu les crises qui se sont succédées entre 1771 et 1774. On a appelé ça la guerre des farines. C'est-à-dire une succession de mauvaises récoltes et avec en plus l'idée que ce n'était pas seulement que les récoltes étaient mauvaises, mais qu'il y avait un accaparement organisé, une espèce de grand complot en quelque sorte, qui faisait que les grands fermiers, les abbayes aussi, stockaient le grain pour faire monter le prix. Donc, voilà. Et donc, l'idée, c'est que c'était le schéma de raisonnement, en fait. Et cela débouchait sur des émeutes, bien entendu, des émeutes de marché, bien sûr, où les gens réclament à toute force qu'on approvisionne les marchés à un prix convenable. C'est-à-dire qu'on n'augmente pas de manière débridée le prix des subsistances. Mais à qui demander ça? Eh bien, l'autorité qui leur paraît naturelle pour ce genre d'opération, donner du pain au peuple, c'est le roi. Ça fait partie, je dirais, de son symbolisme aussi. Le roi doit être nourricier de son peuple. Et il y a même quelques petits épisodes de la Révolution dont vous vous souviendrez peut-être, lors d'une des nombreuses péripéties de la Révolution. Il y a le peuple de Paris, enfin, une petite partie du peuple de Paris, qui va à Versailles et qui va voir le boulanger, la boulangère et le marmiton. Alors, c'est pas rien qu'une chanson. Ils veulent aller chercher celui qui peut leur fournir du pain. Bon, vous connaissez la réponse malheureuse, fausse, vous savez, mais enfin, c'est souvent les réponses fausses qu'on retient de Marie-Antoinette. Le peuple n'a pas de pain. Bon, donnez-lui de la brioche. Mais donc, réponse, si elle était vraie, était sûrement très malheureuse, bien entendu, en la circonstance. Mais donc, ces crises de subsistance, non résolues, en fait, ou de manière tout à fait imparfaite, avaient aussi gravement entamé le crédit de la monarchie, qui parvenait évidemment pas à endiguer ces crises périodiques-là. Alors, là-dessus vient se greffer l'idée que pour qu'il y ait un redressement économique, un développement économique de la France, il faut pratiquer une politique libérale physiocratique. Alors c'est un peu compliqué. Libéral physiocratique, en résumant vraiment à l'excès, ce serait de dire il faut laisser faire, laisser passer ce qui est bon pour l'économie française. Voilà. En gros, c'est ça. C'est une vieille idée. Hein. Elle est déjà exprimée, mais les physiocrates la reprennent, et en particulier, c'est là toute l'ambiguïté, ils la reprennent pour les produits agricoles. Alors, en fait, l'idée est la suivante. Si vous libérez le commerce des grains, les grains c'est les subsistances, eh bien, les agriculteurs vont pouvoir l'expédier où ils veulent, en ce compris hors du territoire, et ramener des bons prix. Ces bons prix vont leur permettre, vous savez, ça c'est le raisonnement des économistes, va leur permettre de réinvestir dans leurs propriétés agricoles, de moderniser l'agriculture, de produire plus, de produire mieux, de mieux nourrir, etc., etc. Ça, c'est la chaîne, enfin,
le scénario idéal, en quelque sorte, qui aurait dû se produire. Alors, ce libéralisme de source physiocratique va effectivement fort influencer pendant un certain temps la politique du gouvernement, et en particulier au début du règne de Louis XVI, son ministre contrôleur général des finances est quelqu'un de grand envolé, qui est loin d'être quelqu'un de secondaire, c'est Turgot. Turgot veut la liberté du commerce des grains. Le problème, c'est que les mesures qu'il prend, ou qu'il fait prendre, à ce moment-là, nous sommes entre 1774 et 1776, sont précisément un très mauvais moment pour libérer le commerce des grains. Quand il manque du grain, ou que la population a l'impression dans les villes qu'il manque du grain, et qu'on leur dit par ailleurs qu'on va laisser sortir le grain, ils se fâchent, évidemment. Et donc cette mesure de libéralisation du commerce des subsistances sera souvent suspendue, parce que, devant la crainte d'émeutes violentes, de désordre, on met entre parenthèses les idées de libéralisation du commerce des produits agricoles, principalement le grain. Mais il n'y a pas que le grain. Quand on dit laisser faire, laisser passer, c'est aussi l'idée qu'on va entrer dans des relations commerciales réciproquement avantageuses entre des partenaires. C'est la base même de l'idée du libre-échange. En faisant du commerce réciproque, nous allons améliorer. Le profit sera également partagé entre les deux. Il n'y a qu'un seul problème, c'est que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, c'est pas toujours vrai. Ça dépend des circonstances, mais c'est parfois faux, carrément. Alors là, il y a un petit problème, c'est que le gouvernement, en 1786, a fait un traité avec l'Angleterre, un traité commercial, qui n'est pas encore un traité de libre-échange, enfin, qui est un traité qui permet aux marchandises anglaises de venir plus facilement avec des droits de douane, soit très très réduits, sur le continent français, les Français se disant « nous allons leur vendre des productions de luxe que nous fabriquons ». Conséquence qu'on aurait pu prévoir, mais qui a pris une ampleur inquiétante, c'est que les Anglais étaient capables de produire du textile et de la métallurgie à nettement moins cher que les Français. Et que donc les industries françaises du textile et de la métallurgie ont subi, en fait, la concurrence anglaise et n'ont rien eu en retour. Et donc, une fraction, si je puis dire, je dirais de la bourgeoisie, mais aussi de la noblesse, qui s'intéresse aux manufactures, à l'industrie, et qui avait les moyens d'investir, voit cette politique se retourner contre elle. D'où l'insatisfaction, etc., etc. Ok ? L'idéal, et ça peut paraître contradictoire, mais c'est l'idéal qui sera prôné à ce moment-là, après 86, c'est faire un libéralisme protectionniste. Mais oui, il faut laisser faire le commerçant ce qu'il veut, donc pas de réglementation, le moins possible, pas de manufacture royale, réglementée, privilégiée, non. Il faut laisser faire le commerçant, mais il faut le protéger. Donc, c'est les deux en même temps. Ça peut paraître... c'est comme ça, hein, tout simplement. Mais ça n'est pas facile à faire. Alors, toujours les causes sociales, on les connaît, hein, la grande variété des situations, l'inégalité entre les villes et les campagnes, l'hostilité croissante du monde agricole face aux ponctions faites par les seigneurs et par les ecclésiastiques, les droits de dîme et les droits seigneuriaux, qui sont toujours là, très variables, très inégaux d'une région à l'autre, bien sûr, c'est loin d'être uniforme, mais ça existe, et on voit que tout au long du XVIIIe, et surtout vers la fin, les protestations contre la perception des dîmes augmentent de plus en plus. Au même moment, il y a, semble-t-il, enfin on a aussi mis ça en exergue, un resserrement de la noblesse sur ses privilèges, comme si elle se sentait déjà, sans s'en rendre tout à fait bien compte, menacée.
Alors, parmi les privilèges nobiliaires qui vont se renforcer, il y a l'accession privilégiée à une série de hautes fonctions, prestigieuses, rémunératrices aussi. Par exemple, dans l'armée et la marine, l'accès au grade d'officier se ferme de plus en plus aux non nobles et est réservé à la noblesse. Et de même, dans certaines régions, notamment dans le nord, on voit un certain nombre de nobles, seigneurs, se mettre à faire rechercher les droits qui leur sont dus. Dit encore autrement, plusieurs droits seigneuriaux au bout du temps avaient perdu, je dirais, étaient moins perçus, plus difficilement. Je ne dis pas qu'on les avait oubliés, mais on n'osait plus vraiment trop les réclamer. Eh bien, on se met à collationner en quelque sorte, à faire la liste des droits qui, en principe, sont encore toujours dus aux seigneurs. Cela suscite, bien entendu, une forte hostilité dans le monde paysan. Cause religieuse, je n'ai pas le temps de développer, c'est d'ailleurs assez controversé. Une idée, c'est que la France aurait connu une déchristianisation. Alors, entendons-nous bien, ça ne veut pas dire que la majorité, loin de là, de la population française se met tout à coup à ne plus avoir la foi religieuse. C'est pas vraiment ça que ça veut dire, mais qu'elle se dégage en tout cas de plus en plus d'une série de rites, d'obligations, de coutumes qui étaient inhérentes à la religion dominante, c'est-à-dire catholique. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent athées, hein. C'est pas du tout ça, une frange peut-être, mais une partie, je dirais, de l'encadrement liturgique, rituel, du conformisme que provoque l'adhésion à une église diminue. C'est très difficile à capter, hein, c'est pas évident comme ça, mais on croit le percevoir. Et puis finalement, les causes politiques et financières. Alors, là aussi, ça paraît évident. Pourquoi a-t-on rassemblé les États généraux? Non pas parce que le pays était déchristianisé, pas pour ça, c'est pour des raisons financières. On a besoin d'impôts parce que l'État est, on peut le dire, en faillite. En fait, depuis au moins le XVIe siècle, l'État français, la monarchie française, vit périodiquement par une fuite en avant. On fait un trou plus profond ailleurs pour combler le trou qu'on avait fait précédemment avant. J'image, mais c'est ça, depuis le XVIe siècle. Et tous les artifices, tous les ingrédients possibles pour remplir ce tonneau percé des finances de l'État étaient arrivés vraiment, on ne pouvait plus colmater la brèche, il fallait une réforme du système fiscal, qui, eh bien entendu, devait aller à l'encontre de ceux qui payaient moins d'impôts, c'est-à-dire en gros les privilégiés, et il y en a, bien entendu, de ceux qui vivaient au crochet de l'État, il y en avait beaucoup, et Necker a eu le malheur, dans un rapport au roi qui a été publié, de donner la liste des pensions que la Cour, et ce pas des petites pensions, hein, pas 1000 euros, hein, non, des pensions, qu'il donnait, que la Cour donnait à toute une série de nobles, veuves de nobles, cousines de nobles, etc. Dépenses, évidemment, improductives, c'était vraiment une ponction faite directement sur le trésor français. Donc, une réforme fiscale va, bien entendu, susciter la colère de ceux qui bénéficiaient de l'inégalité existante. Elle va aussi gravement déplaire à ceux qui organisaient la fiscalité française, c'est-à-dire les fermiers généraux et tous ceux qui gravitent autour. Car les fermiers généraux, on en connaît, c'est des figures connues, bien entendu, mais autour d'eux gravite tout un monde financier qui vit en quelque sorte de la dette de l'État. Parce que la dette, c'est pénible, mais ça rapporte aussi.
Donc, là encore, il y a des choses qui ne vont plus. Le déficit budgétaire de la France est considérable et après plusieurs propositions, déjà début des années 1780, Necker se fait disgracier, on le rappellera plus tard, in extremis, mais les réformes de Necker ne peuvent pas passer parce qu'elles vont trop à l'encontre, je dirais, de la situation des privilégiés de l'époque. En 1787, un nouveau projet est mis en avant par un nouveau contrôleur général des finances qui s'appelait Calonne et qui injecte l'idée que pour changer le système, il faudrait une assemblée de notables. Donc, qu'on demande en quelque sorte à des gens puissants, supposés éclairés de France, de participer en quelque sorte à l'élaboration d'un projet de réforme fiscale. C'était d'une grande naïveté que de penser à une chose pareille. Parce que cette assemblée de notables, désignée par le gouvernement, donc ce n'est pas une mesure démocratique, hein, on ne demande pas l'avis des gens, c'est des gens influents, inspirés par le gouvernement, qui vont devoir lui soumettre des nouvelles bonnes idées en matière fiscale. Ben, c'est très simple. Ils vont purement et simplement rejeter les propositions de Calonne. Donc c'est le statu quo ante, donc ils n'en veulent pas, c'est le blocage. Ce qui pose une question qui est, je pense, fondamentale pour la Révolution française. Est-ce que l'Ancien Régime était réformable? Autrement dit, est-ce qu'une société politique, économique, peut, par ses propres canaux institutionnels, arriver à une réforme véritable qui préserverait l'essentiel de ce qu'elle voudrait conserver? Question accablante. Hein? Est-ce que cette voie de la réforme, auto-réforme en quelque sorte, est possible? Manifestement, dans le cas français, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, et ça, on pouvait déjà le savoir bien avant. Prenons l'exemple, c'est un exemple que, celui-là je le connais depuis longtemps, des corps de métier, des corporations. Dans le libéralisme éclectique et physiocratique, les corps de métier, les corporations sont des corps à monopole, qui gênent le marché, qui le contingentent, qui limitent les forces de production. Bref, c'est mauvais. Donc, il faut supprimer les corporations. Vieille idée, hein, déjà présente début du XVIIIe siècle. Elle culmine avec Turgot. Turgot a vraiment fait beaucoup de boulot, et parmi ce boulot-là, en 1776, il propose au roi un édit de suppression des corporations, à quelques exceptions près. Quelques métiers pouvaient encore être conservés, c'était des métiers qu'il fallait surveiller plus particulièrement. Mais pour le reste, l'idée, c'est de dire l'exercice de la profession doit être libre. Vous voulez devenir chapelier, ben vous vous établissez chapelier. C'est le client qui verra si vous êtes bon ou mauvais chapelier. Si vous n'êtes pas bon chapelier, ben il ne viendra pas chez vous. Okay? L'intégration dans un système corporatif est un frein. Et donc il faut supprimer, il faut casser le frein. Il propose cela, et l'édit qu'il propose, qu'on appelle depuis lors l'édit de Turgot, mais il en a fait beaucoup d'autres, hein. Cet édit de Turgot est extraordinaire et prémonitoire quelque part. Il y a un long exposé des motifs. À côté de ça, l'exposé des motifs qu'on trouve dans nos lois actuelles, c'est rien du tout, hein. C'est un exposé hyper détaillé, bien écrit en plus, hein, où il passe en revue toutes les raisons qui justifient la suppression des corporations. Hein, les corps de métier, jurandes, etc., etc. Donc, il veut convaincre. C'est pas seulement une loi, comme ça, hein, nous décidons que. Non, il y a un long exposé des motifs. Comment dire, on voit qu'il veut convaincre, clairement. Et puis, il y a le dispositif. Le problème, c'est que les lois, même dans une monarchie absolue, prétendument absolue, doivent être entérinées par les tribunaux pour être d'application dans les procès, etc., etc. Pour qu'ils soient applicables dans les tribunaux, il faut que ce qu'on appelle les parlements
Les parlements, c'est des hautes cours de justice à l'époque. Hein. Ce n'est pas des assemblées représentatives, c'est des lieux de magistrature. Il faut que, en particulier, le Parlement de Paris, il y a d'autres parlements, mais le Parlement de Paris est le Parlement dominant, bien entendu, il faut que ce Parlement entérine les lois, c'est-à-dire qu'il les enregistre et du coup, ils deviennent applicables auprès des tribunaux, de tous les tribunaux du pays. Lorsque le Parlement de Paris, qui est un corps privilégié, c'est des magistrats nobles ou anoblis qui en font partie, lorsqu'il n'est pas d'accord avec une loi, il a le droit de dire au roi, attention, sire, vous faites une grosse erreur, ou bien c'est mal écrit, enfin, il peut faire ce qu'on appelle des remontrances. Les remontrances au roi. Remontre à votre Altesse que, etc. C'est très différent, hein. C'est bon. Enfin, on lui dit ce qui ne va pas. Et le Parlement de Paris, à la réception de l'édit de Turgot, va faire quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, enfin qui est très bien. Première partie, il dit l'exposé des motifs, c'est extraordinaire. C'est vraiment très bien. C'est vrai que les corporations, c'est plein d'abus, que ça fait des années qu'on devrait quand même changer. Enfin, donc, idéologiquement, les parlementaires de Paris, qui ne sont pas des ignorants, hein, c'est des gens cultivés, en fait, acquiescent. Mais il ne faut surtout pas l'enregistrer. C'est très très mauvais. Parce que, disent-ils, et ça c'était une réflexion prémonitoire, la monarchie française et son système, c'est une chaîne de privilèges soudés les uns aux autres. Bien sûr, il y a des privilèges qui sont qu'on n'aime pas. Le privilège d'un savetier, ça sent mauvais, c'est pas bon. Mais si vous prenez l'ensemble, c'est sur cette chaîne que le roi se trouve. Il la tient. Si vous cassez le maillon le plus faible, image qui reviendra lors de la Révolution russe plus tard, si vous cassez le maillon le plus faible, toute la chaîne suivra. Et donc, surtout, ne cassez pas. Même ce que idéologiquement on serait prêt à réformer. Parce que les conséquences... Et le roi va s'incliner, hein, bien entendu. Les corporations ne seront pas abolies. Elles le seront par la Révolution française, en fait. Et ça, à la suite d'événements complexes. Alors, il ne me reste plus que 10 minutes. Je voudrais quand même vous dire quelques petites choses. Donc, j'ai très peu parlé de la Révolution française jusqu'à présent, je m'excuse même. Voilà. Bon, mais enfin, les causes me paraissent tellement importantes que, quant au déroulement, voilà, ah oui, il y a quelque chose ici qui est intéressant et qui est de circonstance. Est-ce que c'est suffisamment clair? Non, c'est trop clair. On peut faire un peu de... C'est un document anecdotique, quoique. Moi, je le trouve bien. Je veux dire, donc, je voulais vous le montrer. Voilà. Aux Amis de la Liberté de Mons. Je l'ai choisi parce que, forcément, ça se passait ici. C'est une pierre de la Bastille. C'est une pierre de la Bastille et qui dit... Alors là, je vais vous montrer sa transcription dans le site officiel de la ville de Mons. Il l'appelle le Caillou. Alors, cette pierre porte l'inscription. Donc, c'est une pierre de la Bastille. Il faut savoir que lorsque la Bastille a été prise comme symbole de l'absolutisme royal, on l'a détruite. Enfin, quand on dit on, c'est un entrepreneur qui a eu le marché de démolition et de récupération, bien entendu, des matériaux. La Bastille, c'était pas rien. Hein. C'était des tonnes de pierres et de bonnes pierres, de fer, de plomb, de cuivre, etc. Donc on pouvait récupérer beaucoup. Et ce personnage qui s'appelait Palois, on l'appelait le patriote Palois, un entrepreneur déjà connu à l'époque, a eu la bonne idée de faire... C'est un des pères du merchandising. Hein, il prend des pierres de la Bastille, les taille, met des inscriptions et il les offre ou les fait payer à tout qui veut. Il fait faire des médailles avec les plombs, des corniches et tout ça. Et donc, il rentabilise au maximum la récupération de la démolition de la Bastille. Il se fait même d'ailleurs construire un hôtel pour lui avec les pierres de la Bastille aussi. Donc, bon, quelqu'un d'assez pittoresque,
qu'on a rangé dans la catégorie précoce des profiteurs de la Révolution. Parce que ça, c'est la face cachée, enfin pas cachée, connue. Hein. Il y a les révolutionnaires, hein, bon, qui font la Révolution en bien, en mal, on en pense ce qu'on veut. Et puis il y a ceux qui en profitent, qui ne la font pas, qui suivent le mouvement, mais qui en tirent tous les bénéfices possibles et imaginables. Et il y en a eu. La Bastille n'est que le minimum. Le plus grand bénéfice de la Révolution française, pour ceux qui ne la faisaient pas, c'est la vente des biens nationaux. Clairement. Hein, qui a été une cause d'enrichissement et d'accession importante à la propriété pour une partie importante quand même de la bourgeoisie française et belge aussi, puisqu'on a vendu les biens nationaux ici aussi lorsque nous sommes devenus français. Bref, je reviens au caillou. Le caillou dit « Aux amis de la liberté de Mons, cette pierre tirée des cachots de la Bastille, détruite par le patriote et le républicain palois, parce qu'il se met lui-même en exergue, rappellera à tous ceux qui veulent être libres que les Français ont détruit les monuments du despotisme, terrassé les despotes. Exemple à suivre par tous les peuples amis de la liberté. » Ensuite, le bonnet phrygien avec les mots « vivre libre ou mourir ». C'était aussi l'époque de guerre au château, paix aux chaumières. C'est toute une rhétorique révolutionnaire fin 1792-1793. Et en bas de la pierre, donné aux citoyens de Mons lors de la fameuse bataille gagnée par les Français sur les despotes le 6 novembre 1792, c'est la bataille de Jemappes, en premier de la République française. Effectivement, hein, on vient d'instituer la République, justement, ou à quelques jours près, de cette date. Alors, regardez bien. Le site officiel de la ville de Mons a été fait par un mauvais paléographe, un mauvais épigraphiste. Si vous regardez bien, la page du bas, enfin, le morceau du bas, a une anomalie flagrante. Donné aux citoyens de Mons lors de la fameuse bataille gagnée par... Qu'est-ce que vous lisez? Hein? On lit l'armée française, et très curieusement, il a mal écrit. Le E. L'armée française, et puis il y a un petit E. En fait, cette expression armée, non, ce n'est pas les Français. L'inscription telle qu'elle est actuellement, c'est armée française. Mais armée, ça veut dire invasion. Donc, peut-être que l'œil du transcripteur a gommé cette partie-là. Il n'a pas voulu la voir. Mais l'inscription originelle, c'est même pas celle-là. En fait, en regardant de près, on voit bien que ce membre de la pierre a été, comment dit-on, martelé. Qu'il y avait une inscription avant. Quelle était l'inscription avant? Lors de la fameuse bataille gagnée par les sans-culottes. Mais après Thermidor, parler d'une victoire gagnée par les sans-culottes, ça n'était même plus montrable, tout simplement. On a donc décapé cette partie-là, ce qui explique évidemment le fait qu'on a dû mettre en subscription un E, on a dû le coincer quelque part dans le haut, quoi. Et ça se voit. Encore faut-il le voir, bien entendu, mais ça se voit. Alors ça, c'est pour vous montrer que, or, entre la bataille de Jemappes, 1792, et Thermidor, qui a lieu en 1794, il n'y a que 2 petites années, hein. 2 toutes petites années. Il y a à ce moment-là, mais là, il faudrait faire tout un cours, hein, une accélération réelle des événements, de l'histoire, des retournements historiques aussi, qui fait que de l'apothéose de la sans-culotterie, on passe à sa répression. Clairement. C'est une page qui est tournée. Alors certains diront, heureusement, ouf, cette page aussi est celle de la terreur. Autre sujet sur lequel il faudrait parler des kilomètres, mais je n'ai pas le temps. Première chose, donc, on est là. Deuxième chose, tout le monde le connaissez,
Hein, voilà, c'est ce qui se trouve au-dessus du porche d'entrée de la bibliothèque de l'université de Mons, ancien collège des Jésuites de la ville de Mons, qui nous dit, ici siégea au lendemain de la bataille de Jemappes, la Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité, où se fit entendre la voix de Danton le 11 février 1793. Il ne lui restait plus qu'un an à vivre. Hein. Je ne le savais pas, bien sûr. Mais bon, qu'est-ce qu'il vient faire à Mons? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient en fait, après la victoire de Jemappes, aux trousses de l'armée française, parce que il y a quelque chose d'extrêmement ambigu. Cette armée est commandée par Dumouriez. C'est une armée qui est commandée par des militaires. Ces militaires ont été formés sous l'Ancien Régime. Ce sont des militaires ralliés à l'armée de la République, bien entendu, mais qui sont toujours suspects. Suspects, de trahison, de passer à l'ennemi. Suspects aussi s'ils sont défaits de lâcheté et de traîtrise. Mais aussi, ils sont suspects tout le temps, suspects s'ils deviennent puissants, s'ils gagnent. Et ils gagnent. Ils gagnent Valmy, ils gagnent Jemappes. Parce qu'un militaire qui gagne est un militaire qui veut devenir le chef. Il veut devenir un César. L'histoire de Rome est pleine d'aventures comme ça. On doit contrôler le militaire, parce qu'il risque de se retourner contre ceux qui, en principe, l'envoient se battre, bien entendu. Et donc, on envoie dans l'armée ou derrière l'armée des commissaires, ce qui se fera en Russie soviétique aussi par la suite, pour contrôler le militaire, pour le ramener à l'ordre, pour l'arrêter si nécessaire, si on considère qu'il pactise avec l'ennemi ou qu'il ne mène pas la politique voulue à l'époque par la Convention. Ok? C'est ce que Danton vient faire, en fait. Donc il vient pas simplement pour dire bonjour, il vient pour s'assurer que la politique de la Convention est bien suivie par une armée qui est victorieuse cette fois-ci, et qui est sortie du cadre de la France, qui, et c'est la première fois, en fait, exporte la Révolution. C'est sur cette idée-là que je vais terminer. C'est un autre défi. Peut-on exporter une révolution? Les sans-culottes, les gens de la Convention de l'époque, qui est l'époque de Robespierre, avaient d'abord eu des doutes. Au tout début 1792, Robespierre déconseille fortement la guerre. Il s'oppose même aux députés qui veulent le déclenchement des hostilités. Il dit bien sûr, les monarchies européennes nous sont hostiles, elles nous menacent, elles nous enserrent, elles veulent nous tuer. Il n'est pas naïf, il le sait bien. Il dit, mais faites attention. D'abord, nous ne sommes pas sûrs de gagner, pour commencer. Deux, si nous allons à l'extérieur, nous allons renforcer la menace et l'hostilité des peuples qui nous environnent. Parce que, dit-il, même si nous apportons la liberté, les peuples n'aiment pas les missionnaires armés. Vous irez prêcher la liberté et vous récolterez l'hostilité. Et là, il avait en gros bien vu, il avait bien vu. Ceci dit, il y a aussi des petits groupes, de jacobins en Belgique, enfin en Belgique, dans les Pays-Bas de l'époque, et à Liège, bien sûr, aussi, qui se rallient, en quelque sorte, au projet de la Convention, et Danton est notamment là aussi pour inciter, avec d'autres bien entendu, pour inciter les peuples nouvellement libérés à demander leur incorporation dans la France, donc à voter ce qu'on appelle des vœux de rattachement. Ce n'était pas gagné d'avance du tout. À Mons, ça s'est passé, à la suite d'un traficotage assez grossier, mais enfin, à Liège aussi, pas ailleurs. Ailleurs, le peuple libéré s'est d'abord senti occupé, au lieu de libérer, bien entendu. Et c'est un des gros problèmes, évidemment, des limites de la Révolution. Elle se veut universelle. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bien sûr, c'est d'abord français, mais elle a un message qui est universel. Personne n'en doute.
clairement. Mais est-il, pour être universel, est-il pour autant exportable? J'ai pas la réponse. Enfin, si j'ai une réponse, mais c'est une question qui peut se poser parce qu'elle se reposera à de nombreuses reprises au XIXe et encore au XXe siècle, bien sûr, clairement. Voilà. J'ai pas beaucoup parlé de la Révolution et des événements historiques, mais enfin, quelques balises quand même qui me paraissent intéressantes. Voilà. Je remercie beaucoup Jean-Jacques Herouet qui nous a fait voir des aspects peu connus de cette Révolution française. Je suis sûre qu'il est tout à fait disposé à vous donner la parole pour des questions, des remarques ou des commentaires. Ce sera très court comme question. Et la franc-maçonnerie là-dedans? Oui. Alors, vaste sujet. Il y a autant, oui on peut dire, enfin j'ai pas calculé à l'unité près, hein, mais il y a autant de francs-maçons anti-révolutionnaires que de francs-maçons révolutionnaires. Donc, alors, c'est une idée qui évidemment, surtout avec la Restauration, va s'insinuer dans les milieux conservateurs, catholiques, très clairement, ultramontains, très réactionnaires. C'est l'idée que la Révolution, c'est une maladie, c'est vraiment une grave maladie qui a frappé la France, chrétienne, catholique, fille aînée de l'Église, etc. Bon. Et que ça ne pouvait arriver que parce qu'il y avait des microbes mauvais qui s'étaient insinués dans ce corps si saint. Et dans ce corps si saint, il y avait bien entendu la franc-maçonnerie. Et donc on va imputer, dans plusieurs écrits, l'idée d'un complot maçonnique. Alors cette idée va avoir des hauts et des bas, mais elle s'est incrustée jusqu'à nos jours. Vous trouverez encore des sites internet où c'est défendu, un peu comme le protocole des sages de Sion. Vous savez, plus c'est bête, plus ça se répète clairement. Donc, mais c'est une idée qui apparaît quand même déjà avant la Restauration. Dans les milieux de l'immigration, on voit cette idée que la franc-maçonnerie, par les idées de tolérance et de cohabitation entre des gens d'ordre différents, puisque en principe, dans une loge maçonnique, le bourgeois aisé, le bourgeois aisé et le noble pouvaient être ensemble, quoi, si je puis dire. Pas toujours, mais enfin, c'était l'idée. Et donc, l'idée, donc, c'était que la maçonnerie avait diffusé des idées pernicieuses, étrangères à l'ordre traditionnel, voulu par l'Église en général, quoi. C'est évidemment à côté de la plaque, c'est une erreur, en quelque sorte, mais qui va s'insinuer et qui va finalement faire que les condamnations qui étaient demeurées sans effet, ou pratiquement sans effet, de la maçonnerie par la papauté, puisqu'elle est condamnée dès le début du XVIIIe siècle, en fait, en principe. Mais en pratique, il n'y arrive pas. Mais au XIXe siècle, là, ça frappe plus fort. Ça frappe plus fort, et il y a une incompatibilité qui est dressée clairement entre l'appartenance maçonnique et l'appartenance à l'Église catholique, clairement. Donc là, oui. Mais donc, est-ce que la franc-maçonnerie a créé la Révolution française? Non. Non. Oui, quand vous avez cité un ouvrage de John Locke, c'est 2 traités sur le gouvernement. Oui. Ah, d'accord. Alors, à propos de la réforme du système fiscal, je crois que toute chose restant égale, c'est la même chose maintenant chez nous. Exactement, les mêmes termes. Alors, la pierre de la Bastille, il y a aussi celle du mur de Berlin. Oui, tout à fait. Professeur,
avant la Révolution française, avant la Déclaration des droits de l'homme, il y a eu la Déclaration de Poulseur, qui est considérée comme précédent vis-à-vis des textes de la Révolution française. Comment est-ce que cette déclaration a pu naître à Poulseur? Comment il peut être inspiré de cette façon-là dans cette petite commune qui était peut-être moins petite à l'époque que maintenant, et c'est vrai que ça a précédé donc la Révolution française, que c'est un élément dans la réflexion. Je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'à Paris, mais ça existait quand même ici, en Wallonie, près de Liège. Oui, absolument. Voilà. Maintenant, puisque Madame a fait une comparaison, la vente des biens nationaux qui a enrichi la bourgeoisie française, quand l'État stalinien, quand l'URSS a été privatisé, quand les biens ont été privatisés, ça a été la même chose. Hein. Et vous avez eu tous ceux qui se sont enrichis, les milliardaires qui achètent Chelsea et d'autres choses encore. Voilà. Il ne faut pas en déduire que l'histoire est un perpétuel recommencement, vous savez, mais il y a parfois des analogies quand même. C'est clair. Pour Poulseur, c'est quand même les Liégeois. Hein. Ça, c'est quand même des gens très particuliers. Et donc, ils avaient peut-être plus que dans le reste de la Wallonie actuelle, une accointance, je dirais, intellectuelle et idéologique avec la France. D'abord parce que dans la principauté de Liège, il y avait des presses qui étaient en connexion directe avec Paris, en fait, que des journaux diffusés en France se faisaient dans la principauté, et que donc il y avait une diffusion, même semble-t-il dans des milieux non bourgeois, dans des milieux plus populaires, une diffusion des premières idées révolutionnaires, et qui se sont focalisées sur l'idée que l'homme et le citoyen ont des droits, que qui ont des droits naturels, ce qui nous paraît évident de nos jours, mais qui ne l'était évidemment pas pour tout le monde à ce moment-là. Alors, est-ce que la déclaration de Poulseur a été connue à Paris? Peut-être des démocrates liégeois, oui. Mais est-ce qu'elle a vraiment franchi le cercle? Ça, il faudrait chercher, mais je ne sais pas. Mais donc, ça veut dire que, effectivement, la Révolution française est effectivement française, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas plus que des similitudes, mais très dispersées, bien entendu, en d'autres endroits. Hein. Principalement Liège, c'est vrai. D'autres questions? Au-delà de ce qu'on peut connaître plus ou moins bien sur la réalité de la Révolution française, moi j'ai surtout été frappé par le bicentenaire. Enfin, je veux dire, ça me parle plus. Et donc, avec tout ce qui a tourné autour du bicentenaire, qui était quand même, ça c'est ce que tu as raconté dans ton introduction, qui était tout à fait étonnant, 200 ans après, ça reste un sujet qui est vraiment en pleine actualité. Alors, après le bicentenaire, ce qui est évident, c'est que la tonalité générale était plutôt, aussi comme tu as commencé, on aurait quand même préféré que ça ne se soit pas passé. Quoi. Est-ce que, entre les deux, il y a eu des allers-retours de ce genre-là, enfin des moments où la Révolution française a plutôt été valorisée, mise en avant, d'autres où elle a, enfin, comme personnellement, je n'ai pas été vraiment complètement surpris, mais quand même étonné par la tonalité. Bon, quand même, hein, la République, toutes les forces politiques françaises en parlent. Ok, ils en parlent, mais l'acte fondateur, en tout cas le ton dominant, c'était pour dire on préfère oublier comment ça s'est passé. Donc, avant, rapidement, ça peut-être un peu... C'est une histoire en dents de scie, et clairement. Hein. Mais il y avait déjà eu un précédent quand même. C'est le centenaire de la Révolution. 1889, grand moment hein, pour la France, la Tour Eiffel et tout ça. Hein. Et à ce moment-là, on incorpore
la Révolution d'une manière, je dirais, la plus œcuménique possible comme base de la République. Donc c'est l'idéal républicain, en quelque sorte, qu'on va magnifier à travers la Révolution française. Et on ne fait pas trop le détail. Bien sûr, Robespierre, c'est gênant. Mais Danton, tous les autres, c'est des Français qui ont fondé la République une et indivisible. Bon, il y a tout le logoré là-dessus, bien entendu, hein, mais ce qu'on voit chez eux, c'est ça, et donc on ne les attaque pas. Si les historiens de métier disent, oui, mais attention, vous dites qu'il a fait ça, mais c'est pas un bon. Donc, mais pour l'opinion publique, c'est l'image de la Révolution française comme vraie source de la République enfin retrouvée après, quand même, plus que des mésaventures, hein, la Restauration, une République qui a duré très très peu de temps, l'Empire, et puis enfin la République revient. Hein, c'est l'idée que c'est dans la nature de la France d'arriver à cela. C'est aussi le moment, une fois pour toutes, de montrer que la France républicaine peut se débarrasser de quelque chose qui existait toujours, qui est en train de perdre du poids, mais qui existait quand même, c'est le royalisme. L'idée que la nature de la France, c'est la monarchie. Il y avait encore en 89, ça a commencé un peu à percuter, mais enfin, il y avait des mouvements royalistes qui étaient quand même encore puissants, qui avaient des journaux, qui avaient de la sympathie dans une bourgeoisie et une noblesse très conservatrice, bien entendu, et dans une fraction du clergé aussi. Donc, l'idée, c'est la Révolution française en 1889, c'est la vertu républicaine. Ok? Et puis, bon, on a vu que cette vertu avait eu des grands moments d'assoupissement, que le discours même de la République avait amené, comment dire, à justifier des massacres en 14-18 aussi, quand même. Hein? Vous mourrez pour la France, pour la République, etc. Mais bon, hein, c'était pas si évident que ça. Et puis il y a eu Pétain aussi. Quand même, c'est un maréchal de la République. Oui, bon. Et donc, une certaine, comment dire, sympathie, sans doute anachronique, mais pour la Révolution française devient plus difficile à porter. Il faut faire des exceptions, etc., etc. Et puis, apparaît aussi, mais ça c'est dans l'entre-deux-guerres, apparaît dans les milieux les plus à gauche l'idée que la Révolution française, c'est l'antichambre, le prélude qui va être accompli par la Révolution russe. On disait soviétique. Maintenant on dit bolchevique. Il y a des changements sémantiques qui sont parfois extraordinaires. Mais donc elle était soviétique. Alors cette révolution soviétique a des adeptes, bien entendu, qui célèbrent la révolution comme leur ancêtre légitime et qui incorporent à ça, bien entendu, les idées d'égalité sociale, de, entre guillemets, communisme, avec plein de différences, bien entendu, hein, mais l'idée que la propriété privée n'est pas le fondement unique et naturel de la société. Ok ? Ça divise le champ politique, bien entendu. Hein. Il y a une partie de l'opinion, une partie du monde savant qui ne peut pas accepter l'idée d'une révolution qui serait l'antichambre d'une révolution socialiste extrême. Voilà. Et donc, ça va se déchirer encore là à nouveau. Quoique les grands ténors de l'histoire de la Révolution française, parce qu'il y en a eu hein, quand même, Mathiès, Soboul, Lefebvre, des très très grands personnages, ne rechignent pas devant cette filiation des révolutions. Pour eux, il y a un parcours révolutionnaire qui va de la Révolution française jusqu'à la Révolution soviétique et au-delà, éventuellement. Pour eux, ça n'est pas choquant. Mais de nouvelles générations vont trouver ce lien de plus en plus pernicieux, notamment à la suite de la révélation, beaucoup de gens le savaient déjà, mais pour le grand public, c'est quand même une révélation, à la suite de la révélation de
comment dire, du détournement de la révolution soviétique, de la terreur, du goulag, etc. Et donc, ce mouvement de désaffection par rapport à l'idéal révolutionnaire soviétique, en quelque sorte, rebondit même sur la Révolution française, quitte à n'y voir plus qu'un épisode terroriste délibéré, fait par des gens assoiffés de sang, en quelque sorte, qui veulent instaurer une espèce de dictature de quelques-uns. C'est la période 1793-1794, qui est celle du Comité de salut public, dirigé pour l'essentiel par Robespierre, bien entendu, et Saint-Just, et quelques autres. Ils ne sont pas très nombreux, ça fait qu'une grosse dizaine de personnes, en fait. Mais, bon, dont on sait, ça c'est vrai, c'est statistique, que pendant cette période-là, donc 1793-1794, une petite année, ça a fait entre 30 et 40 000 exécutions. Exécutions qui étaient justifiées à l'époque, par la crainte de la trahison interne, puisque la France est en guerre à ce moment-là, bien entendu. Et d'ailleurs, la terreur se termine au moment où la France devient victorieuse. Il y a une synchronie quelque part. Quand la France est en danger, elle voit des espions partout, elle voit des prévaricateurs, des corrompus, des faibles, des lâches, partout. Et elle l'exécute vite. 30 à 40 000 personnes. C'est bon. Mais une fois que la victoire apparaît, que la victoire, en tout cas, le territoire français n'est plus directement menacé de l'extérieur, c'est les terroristes eux-mêmes, si j'ose dire, les gens de la Convention qui avaient instauré la terreur, qui vont eux-mêmes se débarrasser de leurs principaux dirigeants. Donc c'est pas le coup n'est pas venu de l'extérieur, c'est de l'intérieur même que la terreur s'est auto-liquidée. Voilà. Alors, maintenant, je pense que les choses sont quand même un peu plus apaisées. Aux extrêmes, vous avez toujours les extrêmes, donc qui vont condamner la Révolution française parce que pour eux c'est une horreur totale. Ceux qui peut-être un peu naïvement vont n'y voir de manière anachronique que l'espérance de monde nouveau, etc., sans bien comprendre tout le background historique quand même. Parce que c'est quand même un élément historique, c'est pas reproductible. Sauf, ça serait impensable. Et donc, aux extrêmes, bien sûr, ça reste comme c'est, mais entre les deux, il y a une plus grande disponibilité à l'idée que c'est un phénomène historique complexe, qu'on ne pouvait pas éviter, mais dont le parcours n'était pas écrit à l'avance, clairement. La pièce n'était pas écrite. Lorsqu'ils ont convoqué les États généraux, la page devait être écrite, mais elle aurait pu déraper, et elle a dérapé d'ailleurs, à certains moments, dans des sens complètement imprévus. Voilà. Donc ça, c'est à la fois sa nécessité et son imprévisibilité. C'est ce qui fait qu'elle est excitante, évidemment. Parce que si on savait ce qu'elle allait faire, il ne faudrait plus l'étudier. Bien entendu. Donc, elle était inévitable, nécessaire certainement, mais imprévisible dans son déroulement, ça c'est clair. Voilà. Une dernière question. C'est pas tellement une question, c'est une remarque. Vous avez parlé tout à l'heure de l'opposition, évidemment, entre les républicains et la monarchie. Il y a eu, me semble-t-il, une tentative de récupération de la Révolution par la monarchie, c'est en 1830, lorsque Louis-Philippe d'Orléans a été présenté pour succéder à Charles X. Comme il ne faisait pas l'unanimité chez tout le monde, on a mis en avant le fait qu'il avait collaboré à la Révolution, puisqu'il a été dans l'état-major du général Dumouriez, et donc c'était un peu l'union de la monarchie et du peuple, quelque part. Il fallait se rallier en 1830. Ceux qui avaient encore une sympathie républicaine, mais on leur proposait un roi, c'est républicain. Donc c'est quand même un peu gênant. Alors lui faisait bien l'affaire, puisque il avait été dans l'armée du Dumouriez, mais il était passé à l'ennemi avec Dumouriez aussi. Donc c'était un révolutionnaire qui était passé du côté de l'émigration.
candidat idéal pour être un nouveau roi, hein, bien entendu. Mais donc on l'a effectivement récupéré à ce moment-là, clairement. Oui. Je remercie encore chaleureusement Jean-Jacques Herwegh pour son bel exposé. Je vous invite dans 15 jours à venir écouter Bruno Bernard qui va nous parler de la Révolution anglaise. Lundi prochain, nous entendrons Rémi Francoviac qui va parler du refus de l'atomisme dans le cycle sur les mauvais perdants de la science. À ce propos, il y a une exposition qui sera inaugurée vendredi à 18h sur les mauvais perdants de la science dans le hall de Waroquet. Vous n'avez pas encore reçu l'information. Voici les dépliants. Il y a aussi des affiches si certains d'entre vous ont l'occasion. Et vous êtes évidemment les bienvenus au vernissage vendredi.